Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est au Salon de l'Agriculture. On a le plaisir de rencontrer Jean Lassalle, le président de Résistons. Bonjour Jean Lassalle. Merci de nous donner du temps aujourd'hui parce que je sais qu'ici, il y a énormément de monde et vous passez énormément de temps à saluer les gens et ils vous arrêtent. Donc, c'est important pour vous de venir au Salon de l'Agriculture. D'abord, bonjour, cher Xavier. Merci pour ta fidélité et le temps que tu me consacres. Et avant d'aller plus loin, je veux dire que j'ai autour de moi des amis de résistants, un petit peu partout. Nous sommes venus une quarantaine quand même, comme ça, simplement, sans faire d'avis à la population. Et pour moi, c'est beaucoup d'espoir. Le salon, il ressemble à ce qu'il est. C'est devenu une institution française. Je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il y avait tout à fait autant de monde, mais me semble jeudi. Il me parle de la recherche le vendredi. Sinon, il y a le même engouement, un peu ambivalent. À la fois un grand bonheur pour tous ceux qui viennent des 4 régions et même bien plus loin, puisqu'il y a beaucoup de travail, de gens là, ici pour se retrouver. Il y a beaucoup de citoyens et de Parisiens qui viennent voir. Et ceux qui viennent là sont fiers d'une certaine manière. Ils sont fiers d'être français. Ils sont fiers d'être français, bien sûr. Ils sont fiers que je pense que la plus grande manifestation au monde soit restée véritablement française. Et de l'autre côté, ils sont habités par un sentiment de crainte. Je dirais presque, et je l'ai encore vérifié ce matin au débat, l'angoisse par rapport à l'avenir. Parce que quelques questions se font de plus en plus cruelles. Et sans réponse, c'est notamment le cas de toutes les activités qui mènent une notion de patrimoine. Je me souviens, mon père m'avait dit un jour, il y a beaucoup de chances pour qu'un instituteur puisse succéder à un instituteur. Beaucoup de chances pour qu'on continue à former des aviateurs, alors que j'étais gamin et dit, et lui, ça j'avais monté dans un avion. Il m'avait dit, des paysans, c'est pas sûr. Parce qu'il faudrait dès maintenant prendre des dispositions exceptionnelles. Parce que pendant des siècles, la transmission s'est faite, non, et de père en fils. Et même après les guerres, après Sedan, après 14-18, après 40, où il restait pas pierre sur pierre, il y avait toujours des fils, moi. Il restait toujours un neveu, un petit cousin, pour reprendre. Eh bien, aujourd'hui, théoriquement, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne pour reprendre. Et si on y regarde de près, voilà une intégration majeure qu'on peut avoir aussi. Pourquoi plus de boulanger? Pourquoi plus d'artisans? Pourquoi plus pour ceux qui sont directement liés au patrimoine et au territoire? Alors, la France, elle est passée d'une France agricole, d'une France industrielle à une France de service. Donc, avec beaucoup de personnes qui ne savent plus rien faire. Et aujourd'hui, en fait, ici, on a le savoir-faire français. On a le savoir-faire français, on a le savoir-faire universel. Parce que si on veut bien regarder à ma manière, bien sûr, l'histoire de France, elle a ceci de singulier qu'elle s'est beaucoup cherché, malgré tant de méandres, de difficultés, de grands moments de lâcheté. Elle a beaucoup cherché à s'inscrire dans ce caractère qui a fini par lui être reconnu universaliste. Et notamment au cours des 2 ou 3 derniers siècles, et peut-être dans les 4 ou 5 depuis la découverte des Indes et des Amériques, qui ont tout bouleversé par le mouvement sans précédent de moyens matériels, disons aujourd'hui financiers, que cela a engagé. Jamais Cléopâtre n'est arrivé à ce niveau-là.
et je te passe tous les autres. Je vous passe tous les autres, pardon. Donc, cela a changé et la France a apporté à l'humanité qui est tragique. Sur l'humanité, c'est quoi? Ce n'est qu'une suite indiscontinue de crimes, de sang qui coule et qui se répand, de guerres et de révolutions. Et c'est les civilisations qui ont réussi à élever un certain nombre d'hommes et de femmes qui se sont donné un temps presque sans limite pour réfléchir et qui ont mis au point de traiter et des moments de réflexion extraordinaires. Et après tant de guerres perdues ou gagnées, la civilisation est démontée. Malheureusement, après avoir beaucoup contribué, la France est une des toutes premières à sortir de son inventaire. Et elle redescend à toute vitesse les marches qui nous avaient hissées si haut. C'est-à-dire que nous revenons au règne des forts les plus féroces, du je te mange parce que je suis plus fort que toi. Je te mange parce que je suis plus fort que toi. Et on y revient de toutes parts. Et aujourd'hui, tous les garde-fous s'écrasent. Et cela se traduit, et j'en finis là, quelque part au salon de l'agriculture aussi. Parce que pour ces hommes et ces femmes, ils sont restés en relation si étroite, charnelle, avec la terre. Ils pressentent plus que quiconque le malheur de l'humanité. Et ils pressentent tout ça sans avoir de réponse, ni bonne, ni mauvaise. Mais ils sentent que nous sommes au tournant. Ouais. Alors, Jean Lassalle, tout à l'heure, vous avez dit que les Français, quand vous les rencontrez ici, ils ont des angoisses. Alors, on voit beaucoup d'hommes politiques défiler au salon de l'agriculture pour venir au contact des Français. Mais est-ce qu'ils sont conscients de ces angoisses et quelles sont-elles? D'une manière générale, un homme politique n'est pratiquement plus conscient de rien. Ou alors il n'est plus homme politique. Pourquoi? Parce que la politique n'a plus d'idéal. La politique, à l'image de la civilisation, n'a plus de sens. Et c'est peut-être tombé dans la marmite de l'idéalisme, ce qui m'a coûté certainement très cher pour petit. Mais avoir un idéal, c'est considérer que tout ce qui mérite de vivre mérite aussi de mourir. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Mais même si jamais ça mérite de vivre, aujourd'hui, quand même, on voit que les Français ont des angoisses. Quand on rencontre aujourd'hui, ils ont peur. Et est-ce qu'il y a une inadéquation complète entre ceux qui nous gouvernent et les Français? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Ils gouvernent strictement rien avec tout. Ils gouvernent pour eux-mêmes, donc? C'est un théâtre d'or. Ils gouvernent par ce style, mais les vrais leviers de toute nécessité, de tout accès à un gouvernement quel qu'il soit, c'est la relation à l'homme et aux citoyens. Or, l'homme ne représente strictement plus rien aujourd'hui. Depuis sa naissance jusqu'à son dernier soupir, il est une variable d'ajustement. On n'était absolument pas capable. On dit l'homme est au service du gouvernement plutôt que le gouvernement soit au service de l'homme. Attends, c'est fini. Et de la même manière, on a perdu avec le citoyen, c'est-à-dire celui qui est apte à faire peuple, à faire société. Et à partir de là, on a perdu toute possibilité de reconstruire l'idéal et le débat, qui fait que le peuple peut choisir celui qu'il considère comme le mieux placé pour défendre ses intérêts, à condition qu'il dise ce qu'il veut faire et qu'il rende compte après. Or, nous sommes à des années-lumière désormais de tout ça. Alors, on a un gouvernement déconnecté des besoins des Français ou comme des années-lumière de ce dont on a besoin. En ce moment, on est en train de négocier la réforme des retraites, en fait, qui est au Sénat. Cette réforme des retraites, elle vous paraît juste, pas juste? Elle paraît totalement
accessoire, vide de sens. C'est une manière de faire bulldozer ce dont c'est la raison d'être essentielle, c'est-à-dire nous, les hommes politiques, et puis ceux qui vivent de ça, c'est-à-dire les chroniqueurs et les journalistes. Pour le reste, s'il s'était agi d'une disposition relative à la vie de l'homme, c'est-à-dire des hommes et des femmes, on aurait repensé le vivre ensemble depuis le premier instant, depuis le premier jour. Est-ce que le temps n'a pas changé au cours de ces 30 ou 40 dernières années? Est-ce que nous sommes exactement dans le même état d'esprit que celui qui anima le Conseil national de la résistance, qui précisément fonda des retraites pour le Harley-Davidson et bien d'autres réformes? Est-ce que nous sommes là? Non, parce qu'à l'époque, il y avait une réalité de pouvoir, parce que le pouvoir était corrélé à une sorte de souveraineté qui était définie avec des responsabilités, des devoirs et aussi des avantages à percevoir. Et aujourd'hui, qu'est tout cela devenu? En fait, rien. Et comme il faut quand même participer à cette espèce de jeu de massacre que constitue la réflexion d'aujourd'hui, qui est basée sur rien, et que le rugby, le football, le cyclisme, les jeux du cirque d'autrefois les suivis de plus, pour quand même amuser l'esprit, puisque plus personne n'est capable de citer le nom de roman contemporain. Il soit qu'un film qui te pousse au très fort de ce que tu es, une pièce de théâtre d'un grand moment de M. Pasteur qui découvre le Maxime de la Rage, tu vois, des choses, vous voyez, des choses simples. Il faut amuser. Donc on amuse, mais qu'est-ce que ça peut faire d'emmerder autant les gens que le fait de savoir à quel âge ils partiront, alors qu'aujourd'hui les jeunes se demandent à quel âge ils ont une chance de pouvoir espérer trouver un bout de job. Et un mot encore, ça peut aller, mais un job à plus long terme. Donc, tout ça est bâti sur un château de sable. Et ce n'est que Jérémiade et ce n'est que Fauvedex. Alors, Jérémiade, ceci dit, on a quand même des élites qui nous gouvernent. Quelle est la responsabilité des élites dans ce château de cartes qui s'écoule? Écrasante, comme à chaque fois. Qu'en était-elle pour un de ces dont la mémoire collective se souvient encore aujourd'hui en tressaillant avec le même sentiment de peur et d'angoisse? Peut-être Wanga est né aujourd'hui. C'est la période de 36-39. On voit, on sent à côté des voisins qui bougent, qui s'arment jusqu'au-là. Et nous, on institue des congés payés et la petite baignade et les balles populaires. Mais mieux que ça. On déclare la guerre, 1939. Elle met 10 mois à se mettre en œuvre. Est-ce que vous croyez qu'un seul instant, on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas un brin de stratégie à revoir quand on a vu le sort qui avait été réservé à la Pologne avant à tous les autres pays qui étaient passés, pas du tout. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, mais que nous restons ici, sur place, les mêmes chimères, nous sommes effectivement des élites sans aucune forme de conscience et de lâcheté grâce. Alors, ces élites, vous les avez attaquées 2 fois en parlant de leur relation à la vaccination. Oui. C'est-à-dire, certaines, vous avez dit qu'elles ne sont pas vaccinées, ou vous pensez qu'elles ne sont pas vaccinées. Certaines, vous êtes allé même jusqu'à dire que le président n'était pas vacciné. C'est-à-dire qu'ils s'octroient des droits pour eux et on a des obligations. Il est évident que le président n'est pas vacciné. Et vous avez des preuves de ça? Et bien sûr.
J'attends qu'on me les demande. Mais On vous a si vous donné, voulez regarder, non, mais ça ne va rien demander. parce qu'il y a des affirmations qui sont excellentes. N'était pas possible. Pour penser que M. Johnson était vacciné au Royaume-Uni, vous savez ce que c'est l'entourage du chef d'État aujourd'hui? Vous savez ce que c'est le principe de précaution et toutes les assurances qu'il faut prendre? Surtout lorsqu'il s'agit d'un vaccin qui n'a suivi aucun protocole d'agrémentation, sauf des protocoles de circonstances. Oui. Eh bien, Il y a un protocole financier quand même. oui, mais il y a un avion a un protocole financier, une bicyclette a un protocole financier. C'est pas pour autant que tout le monde se sert de la bicyclette et c'est que tout le monde en faut. Non. Si vous me dites que tout le monde a levé sa manche pour faire semblant, oui. Même à l'époque, nous n'étions pas mal avec lui, je crois, et tout le monde le faisait ensemble. Monsieur Poutine. Mais qu'est-ce qu'on a injecté? Est-ce que vous y étiez? Est-ce que quelqu'un y était? Moi, ce que je sais, c'est que le Johnson, l'un de ces vaccins, qui a été retiré de la vente de 15 jours après que j'ai été piqué. Et pourtant, je m'étais fatigué par souhait d'essayer d'orienter telle femme au roi. Mais j'ai été dévenu. Vous avez fait confiance. Comment? Vous avez fait confiance. Non, aucune. Mais le rôle d'un député, c'est quand même, lorsque nous sommes dans une période de guerre, au moins de mettre le nez à la fenêtre. De montrer l'exemple. Montrer l'exemple, je dirais pas jusque-là, mais de faire ce que vous demandez aux autres. Et j'ai fait, on a retrouvé sur YouTube, je crois, une déclaration qui avait 2 millions de vues à l'époque. J'ai dit, je ne me vaccine pas pour convaincre qui que ce soit. Je reprenais à chacune et à chacun cette responsabilité-là. Je le fais avec beaucoup de prudence. Mais je ne peux pas faire autrement. Sinon, je ne mériterai pas la confiance qui m'a été donnée. Pour le reste, si je meurs, vous le verrez. Si je vais mal, je le dirai. Et s'il ne m'arrive rien, mais je marche sur le poisson droit en sens. Voilà. Mais sauf qu'avec ce fameux Johnson, retiré de la vente 15 jours après ma vaccination, alors que je me suis immédiatement senti mal. Et je ne m'étais jamais senti mal de ma vie, alors que maintenant, je n'arrête pas de me sentir mal. Après l'inoculation, impossible de dormir. Et puis, irrité, agacé, jusqu'au jour où on a fini par me mettre des trucs sur le cœur pour voir si... Puis on a trouvé un cœur complètement dérivé. Alors, le stage, c'est quand il y a une opération. Deux opérations le 3 janvier, et puis 4 jours après, 3 janvier à Pau. Une seconde, le 7 janvier, 7 janvier, 4 jours après, à l'hôpital Cochet à Paris. Et les chirurgiens m'ont dit, on t'a fait pour rien. Parce que tu as les symboles d'une heure et demie, mais ce n'est pas une heure et demie, en fait, c'est les 2 oreillettes qui ne fonctionnent plus. On vous a affirmé qu'il y avait un lien de cause à effet avec la vaccination. Absolument. Donc vous êtes une victime des effets secondaires de la vaccination. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, il n'avait pas d'explication pour donner à ceux qui l'arrivaient. Et comme je suis déjà très engagé, j'avais pris l'habitude de me suivre régulièrement. Mon dernier check-up, c'était 3 ou 4 mois avant. Un cœur énorme. J'avais le même rythme cardiaque que Kelly Max lorsqu'il gagnait le Tour de France. Moins de 30 pieds pour 5 minutes. Il fallait que c'était un cœur gigantesque, lent, mais... Et dans ce tour, il se trouvait derrière rien. Il n'avait pas besoin de stain. Il n'avait pas de jointure qui fuyait ces endroits. Il y avait tout simplement un phénomène inexplicable. Et c'est la raison pour laquelle, oui, j'ai tenu à affirmer, parce que nous avons un cas en France. Nous sommes certainement l'un des pays au monde qui vont trouver le moyen de placer à une des plus hautes institutions de notre pays, je veux dire le Conseil constitutionnel, l'un des plus grands criminels de notre temps.
Monsieur Laurent Fabius, Tu as été, le plus grand criminel de notre temps. tu as été impliqué dans l'affaire du sang contaminé, responsable mais pas coupable. Voilà. Et quand on pense à ce que fut son extraordinaire ministre de la Santé, qui, elle, est intervenue à 2 reprises au moins, parce que je l'ai vue 2 fois, je la connaissais, de la télévision, vieille famille protestante française, pour demander excuses, et qui s'est totalement retirée à la République. Que je suis en relation avec des survivants de cette époque, notamment une femme en Bretagne, que j'avais rencontrée lors de mon tour de France à pied, en 2020, et qui m'avait confié que sa vie s'était achevée parce qu'elle avait eu besoin d'une poche de plasma après une couche difficile où elle avait perdu beaucoup de sang. Donc le sang contaminé a mis énormément de temps pour se faire reconnaître, mais ceci dit, il y a eu Mais M. Fabius a tenu finalement. Quel jugement! Exactement le même jugement que celui qu'on s'apprête à réserver à M. Macron. Rien du tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Comme le faisait le journal Le Monde, les 11, 12 et 13 juillet dernier, lorsqu'il a expliqué le processus d'hybridisation en France. Le Monde, ce grand journal de désinformation collective, est devenu. Je pense que son fondateur doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui et expliquer sur 3 numéros de 6 pages chacun comment M. Macron avait organisé avec M. Arnaud, M. Niel, M. Bolloré et tous les autres, le processus d'ubérisation en France, en Europe et dans le monde. Et ça faisait tellement de bruit que le 14 juillet, quand j'étais invité, je m'y suis rendu, puisque le président m'avait invité, la question a été posée par 2 journalistes qui n'étaient pas morts de courage. Il y en a une finalement qui a fini par dire « Hey, Monsieur le Président, on parle beaucoup du maire. » Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Vous pouvez vérifier, c'est pas vieux. On m'a dit un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une, ça fait bouger l'autre. Voilà ce que je dis. Est-ce que vous pensez qu'on peut laisser M. Fabius sur son inventaire? Il est le patron du Conseil constitutionnel. Le jour où moi, parce qu'il m'était devenu impossible, après des années d'élu, maire avec 2 ans, dans cette commune, il m'avait réuni 25 élections, 27 élections et 25 succès. Il n'y a que les 2 présidentielles que j'ai perdues. Je vous pensais que je pouvais m'abstenir au second tour comme une vulgaire. Non, je l'ai fait publiquement. Eh bien, monsieur, ce grand homme n'a mis que 3 jours à me condamner, suivi en cela par tous les médias de la danse, qui appartiennent tous aux mêmes qui ont mis au pouvoir monsieur Macron. Ils l'ont sacralisé. Ils sont dans la tête de toutes les tenues. Vous pensez que c'est normal tout ça? Non. Eh bien, 3 jours après, Monsieur le Président, qui avait oublié combien il avait des mains dégoulinantes de sang, jugé et porté plainte contre moi devant le tribunal correctionnel de Pau, et que tout mon conseil municipal était entendu. Alors j'ai eu un non-lieu. Donc, oui, ça viendra. Sur le sel, un constat important, une parole libre est-elle totalement libre? Est-ce qu'on peut tout dire aujourd'hui? Je n'aurais peut-être pas cette prétention parce que je ne sais pas. En tout cas, je crois pouvoir vous répondre que je ne me suis pas trouvé aujourd'hui de questions auxquelles je ne puisse pas répondre. Mais il y a peut-être des questions que j'ignore. Mais je n'ai pas l'habitude de répondre à tort ou à travers. Parce que j'ai vécu une vie
qui ne fait pas un long fleuve tranquille. J'ai choisi de mourir à un moment donné. Pas idéal. Parce que je ne supportais pas que l'on arrachât à ma terre l'une des entreprises qui gagnait le plus d'argent de France à l'époque pour aller faire semblant de sauver le bassin gazier et pétrolier de Lac, qui est l'espace le plus pollué de France aujourd'hui. On n'a pas nettoyé un mètre carré, alors que pourtant De Gaulle y a amené Woodchef, Kennedy à visite, etc. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire cela. Donc j'ai choisi d'aller jusqu'à la mort, si c'était nécessaire. J'étais père de 40 ans. J'ai entrepris de faire 6 000 km à pied. Que M. Macron s'est beaucoup intéressé à moi à ce moment-là. J'avais été voir François Hollande pour lui rendre compte de mon travail. Mais bien reçu. Bon, sur le coup de 15 heures, il avait la paupière un peu lourde, je le comprenais. Mais alors, il y avait ce jeune homme avec une collaboratrice de M. Hollande qui était partout, c'était incroyable. Et alors, je dis à... Mais Hollande me dit déjà, mais tout ce que tu as écrit là, mais on le sait. Je lui dis, mais tu le sais. Et il dit, mais moi, ça c'est une ne fait rien. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? François Mitterrand avait fait la même réponse peu de temps auparavant par la dernière Mitterrand, sa femme. Que voulez-vous que j'y fasse, est-ce que vous voyez? Et alors, il y avait ce jeune homme qui me suivait partout. Et moi, je lui dis, c'est toi qui tu es. Tu es un stagiaire de l'ENA ou moi? C'est un stagiaire de l'ENA à la préfecture, à Bordeaux. Il me dit, je suis le nouveau secrétaire général de l'Élysée. Moi, cher. Alors, je dis, les cadres. Donc, lui, il a pris. Lui, il a étudié toute mon affaire, toute ma max, que j'avais appelée citoyenne 6 000 €. Ça fait long, hein? Ça fait des jours et des nuits sans revenir à la maison. Et j'ai compris après pourquoi il est devenu assez rapidement ministre de l'économie. C'est là qu'il a justement ubérisé tout. Et s'il avait fait que ça. Mais il m'a proposé de l'accompagner. Et j'ai gardé des textes de Et lui a fait 2 fois le tour de son salon. Il a dit, on marche. Et ça a marché. C'est-à-dire que son marcheur le plus féroce a dû faire 200 mètres, certainement, pour aller chercher sa voiture. Voilà comment on trompe délibérément. Donc, je ne sais pas si je sais répondre à toutes les questions. Je ne sais pas si j'ai le courage de répondre à toutes les questions. Mais j'ai vu suffisamment de réalité parce que pendant que je parle de mon entreprise, et c'était les temps de Chirac, la France en perdait 400 000. Et elle ne s'en est jamais relevée. Jamais relevée. Et ça, les Français le savaient déjà lorsque j'ai fait mon tour de France. J'avais déjà fait leur diagnostic. Alors, répondre aux questions, c'est une chose. Faire des affirmations, c'en est une autre. En octobre 2022, vous avez donné une interview à un Américain, James Patrick, de la société de production Big Picture, qui est une société de journalisme collaboratif, pour lequel vous nous avez parlé de géopolitique et du rôle de Rockefeller et de Rothschild dans, on va dire, la crise sanitaire et dans le rôle de, on pourrait appeler ça de l'eugénisme même, des intentions qu'ils avaient. Alors, j'ai eu la chance d'écouter en avant-première cette interview qui n'est pas encore sortie. J'ai trouvé que les propos étaient forts, très forts. Et si jamais ils sortaient, on pourrait vous traiter de complotiste, on pourrait vous traiter de tous les noms en disant est-ce qu'il n'a pas pété un câble? Est-ce que les propos qui sont tenus dans cette interview, vous les cautionnez, vous les renforcez? Qu'est-ce qui vous donne la légitimité pour dire et donner vraiment, pointer du doigt ces deux familles? Alors, cher ami, pensez-vous que vous êtes attendu aujourd'hui pour me traiter ou me qualifier de complotiste? Pensez-vous que vous êtes attendu aujourd'hui pour m'empêcher de parole, comme c'est fait dans ce pays, d'une manière qui est criminelle? Non pas parce qu'il s'agit de moi, je ne fie à rien, mais parce que, malgré tout, il s'est trouvé 2,3 millions Français pour voter, malgré tout pouvoir, avec des instituts de sondage qui
appartiennent aux mêmes, qu'aux grands éditeurs, qu'aux grands journaux, que tout le monde, que BFM Télé, que tous les autres. Vous l'aurez acheté 55 maisons d'édition, personne n'a rien trouvé à redire. Ces hommes et ces femmes n'empêchent de parole et ils n'ont absolument pas de droit. Demandez à comparer le temps de parole que j'ai eu pendant cette campagne comparé à celui de Macron, de Mélenchon, alors, de M. Mélenchon, de M. Macron, de M. Mélenchon, de Madame la maire de Paris, que j'ai fini par doubler, de monsieur le patron du Parti communiste, que j'ai failli par doubler aussi. Bon, et vous allez voir, mais c'est incommensurable comme différence. Alors laissez-moi vous dire, s'il vous plaît. Et pourquoi? Quelles sont les raisons? Il n'y en a pas. Alors, on suggère, c'est le pire des complotistes, c'est un complotiste. Vous êtes bien placé vous-même avec votre journal pour savoir ce que... On ne va pas se disputer le chapeau. Oh. Ou la couronne. Nous voilà d'accord. Alors, le monsieur dont vous m'avez parlé, je le connais relativement peu, parce que c'est surtout la chargée de mission que j'ai vue. Je dois le voir plus maintenant, parce que je crois qu'il veut faire ce que d'ailleurs la presse française n'a jamais fait pour moi. Je n'y pas ça pour le regretter, le déplorer. Mais c'est un documentaire, sûrement. Donc, je vais avoir la chance de le côtoyer plus. Et à l'époque, j'ai fait la connaissance aussi d'une jeune femme d'une télévision d'origine chinoise, NTD, à qui j'ai fait à peu près les mêmes déclarations. L'américain m'ont parlé, c'est plus polarisé sur la seconde. Oui, j'ai déclaré, en effet, que les familles Rothschild et Rockefeller, fidèles à leur tradition, dans les moments de grande transition, les moments qui précèdent les grandes crises, c'était toujours comporté d'une manière éhontée et inacceptable. Et que ce coup-ci, hélas, une fois de plus, ils étaient toujours présents au rendez-vous. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'ils ont ce comportement? Protection de l'espèce, c'est quoi? C'est s'empêcher... Je pense que aujourd'hui, oui, nous ne sommes certainement pas les seuls. L'un des éléments majeurs qui nous qui animent non sans ces élites, ceux qui sont censés être nos élites, c'est l'augmentation du nombre d'hommes sur la planète. Et vous n'arrêtez pas d'entendre 8 milliards, il y a pas une planète de rechange, etc. Et de quel droit se permettent-ils cela? Savent-ils les résultats qu'a obtenu la Chine il y a 20 ans, alors que Jacques Dutronc venait à peine de terminer 1 million de Chinois et moi, lorsqu'ils ont décidé d'un enfant, une femme. Autant ça paraissait impossible. On a quand même réussi d'une manière, je dirais, simplement humaine, à changer le cours des choses en matière de démographie. Alors, c'était un voyou, qu'est-ce pourquoi l'élite n'a plus en tête, n'a faim, du tout. Il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus rien, et pendant ce temps, on peut continuer à augmenter sa puissance de mort et de nuisance sans espoir du lendemain. Alors, je ne sais pas si Rothschild et Rockefeller sont les seuls à se trouver dans cette pensée, ce sentiment. En tout cas, je vois qu'ils y sont. C'est certainement pas les derniers, je ne leur fais pas autant de crédit. En fait, vous ne les visez pas personnellement. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce que vous visez, ce genre de famille, ce genre d'influence, ce genre de multimilliardaires, on va dire, sur la planète, qui ont une influence exacerbée et sur lequel on devrait faire attention. Non, je vais un peu plus loin. Je dis, mais comment se fait-il qu'il soit à chaque fois au rendez-vous? Comment se fait-il qu'il n'en ait jamais raté aucun?
il y a quelques sportifs qui sont toujours au rendez-vous. En tout cas, eux sont toujours au rendez-vous de l'histoire. Et ils sont toujours du bon côté de l'histoire ou du mauvais côté de l'histoire pour vous? Oui, mais excusez-moi, mais on ne va pas comparer la carrière sportive de sportif, même s'il dure 20 ans. Ça a été le cas de mes fils, par des efforts exceptionnels. La fortune de ces deux organisations et à la pérennité dans le temps et l'histoire. Et je convoque tous ceux qui veulent se renseigner à regarder leur livre d'histoire. Merci beaucoup, Jean Lassalle. Peut-être le mot de la fin pour les lecteurs de François, les auditeurs de François. La France libre, on résiste aussi. Oui, je crois que c'est ce qui reste encourageant à retour. C'est l'homme même, et je le répète, si son histoire n'est qu'une longue succession de tragédies, de guerres et de veines de sang, plus ou moins organisées ou alors venus par lâcheté, par absence de réaction de pouvoir. Et de la même manière, comment ne pas avoir les yeux qui pétillent d'étoiles en pensant à quelques-unes de leurs civilisations, et en particulier à notre, celle-ci. Moi, je me souviens d'un temps qui n'était pas si lointain, j'étais jeune, c'est toujours mieux à part. Mais nous, il n'avait rien, puisque mes parents seraient au seuil de pauvreté, papa était immergé sans terre. Mais je n'ai jamais été habité par les craintes qui habitent aujourd'hui mes 4 enfants de l'éternité. Quant à leur avenir, quant à la confiance à faire aux éléments, aux choses, et je dirais tout simplement, au garde-fou qu'offrent ces siècles de réflexion partagée pour arriver à une forme de sagesse, c'est-à-dire revenir au fond, retrouver du fond pour redonner un horizon. Et lorsque tu as un horizon, lorsque vous avez un horizon, vous pouvez vous mettre en mots. Parce que vous ne savez pas le chemin. Vous ne pouvez pas le connaître. Vous ne l'avez jamais emprunté. Et vous le trouverez. Vous l'oublierez. Vous l'oublierez tout simplement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de raisons d'avoir peur. Mais on sent cette peur. Jésus fait là-dessus. Qui s'est emparé de l'immense majorité de nos compatriotes aujourd'hui, et pas qu'en France, dans le monde entier. Elles suintent partout à l'intérieur de nous-mêmes, terrifiantes dans la réalité. Et de l'autre côté, il y a cette formidable espérance. La route étoilée, des cieux dont nous ne savons rien. Même pas si nous sommes la seule planète encore ce jour, peut-être habité, oui, mais il y a une autre. Nous ne savons bien. Mais nous affirmons toutes. Écoutez ce qui se chante en bas. Il y a encore qui croient quelque chose. C'est pas moi qui les ai lancés. Eh bien, s'il oui, il y a autant de raisons de se confier à l'espérance avec un peu de recherche de spiritualité, il nous fera le plus grand bien que de s'abandonner. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Lassalle. Donc, c'est sur une Marseillaise improvisée, en l'honneur de Jean Lassalle, que nous finissons cette interview. Merci beaucoup de nous avoir donné du temps aujourd'hui. Je sais que vous êtes attendu par beaucoup de personnes et je vous souhaite donc un bon salon de l'agriculture. Je voudrais vous remercier, Serge, parce que vous faites partie aussi des hommes engagés et vous le savez tous les jours, le prix que vous payez à l'engagement. Et moi, on me dit, oui, mais je ne vais pas refaire le débat. Moi, je réponds simplement. On me dit, par exemple, mais pourquoi vous ne vous mettez pas tous ensemble, là, vous le faites, sur Solino, sur du Coréen, etc. Mais en fait, la chance ne tient absolument pas à être
extrême droitiste. Pas plus qu'à extrême gauchisme. On peut avoir d'ailleurs quelques aperçus de ça pourrait aimer. Mais ne dit absolument pas non plus à être extrême macronisé. D'après, on se veut redevenir ce que c'est toujours efforcé d'être, malgré ne pas autant pis. Et vous y travaillez aussi. Bon, continuez à prendre plein la gueule. Alors, on en prend plein la gueule avec toute l'équipe de François qui est ici présente. Et merci beaucoup. Merci à tous de l'avoir accompagné.